y a une résolution discrète que bien peu d'individus osent avouer ouvertement dans leur vie quotidienne. Elle n'émerge pas au milieu d'une dispute enflammée ou d'un cri de rage incontrôlé. Au contraire, elle se manifeste lors d'un instant de clarté absolue et glaciale, où l'on réalise soudain que persister dans cette situation exige un prix bien trop élevé par rapport à l'option de s'en détacher complètement. Rompre les attaches avec ses proches parents est fréquemment vu comme une mesure radicale, presque contraire à la morale établie. On nous inculque sans cesse que les liens du sang sont intouchables, que la famille représente un pilier sacré, que l'affection des parents demeure inaltérable quoi qu'il arrive. Par conséquent, quand un individu mature opte pour une mise à distance volontaire, l'entourage extérieur se met aussitôt en quête d'une explication simpliste. Une querelle explosive, une trahison flagrante, un manque de reconnaissance, ou même une fragilité personnelle. Pourtant, la vérité sous-jacente s'avère infiniment plus nuancée et multidimensionnelle, tissée de strates émotionnelles accumulées au fil du temps. Pour la grande majorité de ceux qui en arrivent là, cette séparation n'est nullement le fruit d'une impulsion passagère ou d'un caprice irrationnel. Elle constitue plutôt le point culminant d'un long processus d'ajustement constant, de mutisme prolongé et de renoncements à soi-même. Une évolution silencieuse qui s'est construite patiemment sur des années entières. L'érosion subtile et imperceptible. Les connexions familiales qui finissent par se rompre ne s'effrinent pas d'un seul coup sous l'effet d'un choc violent et spectaculaire. Elles se dégradent au contraire de manière progressive et insidieuse, à travers une multitude de petits incidents récurrents que nul observateur extérieur ne saurait détecter aisément. Des remarques anodines qui se banalisent avec le temps, des sentiments profonds qui sont systématiquement balayés ou minimisés, des frontières personnelles qui sont franchies allègrement sans que cela ne soit jamais admis ou rectifié. Prise une par une, chaque occurrence paraît supportable, presque insignifiante, mais leur superposition incessante génère un environnement intérieur de stress chronique et oppressant. L'individu concerné développe alors des stratégies d'anticipation pour se prémunir, des mécanismes de défense pour se blinder émotionnellement et des habitudes pour atténuer l'impact de ce qu'il éprouve au quotidien. Ce n'est pas un seul événement traumatisant qui domine, mais une exhaustion mentale persistante qui s'installe, comme une ombre omniprésente. Au moment où la distanciation devient manifeste aux yeux des autres, la dynamique relationnelle a déjà perdu toute vitalité affective depuis une éternité, laissant place à un vide émotionnel profond et irrémédiable. Imaginez par exemple une personne qui, enfant, entendait constamment des critiques voilées sur ses choix vestimentaires ou ses hobbies, des commentaires qui, isolés, semblaient inoffensifs comme « Oh, tu portes encore ça », mais qui, répétés des centaines de fois, minaient peu à peu sa confiance en soi. À l'âge adulte, ces accumulations se transforment en une fatigue qui imprègne chaque interaction familiale, rendant les visites obligatoires une source d'anxiété plutôt qu'un moment de joie. Des études en psychologie, comme celle sur le stress cumulatif, montrent que ce type d'usure peut mener à des symptômes similaires à ceux d'un burn-out professionnel, avec une hypervigilance constante et une diminution de la capacité à se réjouir. Ajoutons à cela des exemples concrets. Une sœur qui ignore systématiquement les appels à l'aide émotionnelle de son frère, ou un parent qui détourne chaque conversation sur ses propres problèmes sans jamais écouter l'autre. Ces micro-agressions, bien que subtiles, érodant la fondation même du lien jusqu'à ce que l'individu se rende compte que chaque contact familial draine plus d'énergie qu'il n'en apporte. Cette érosion n'est pas toujours verbale. Elle peut être non verbale, comme des regards désapprobateurs ou des silences lourds qui communiquent le rejet sans un mot. Au fil des ans, la personne apprend à naviguer dans ce champ miné, mais le coup psychologique s'alourdit, menant inévitablement à une remise en question profonde de la valeur de ces relations. 2. Quand l'affection implique une dissolution de soi. Au sein de certaines structures familiales, affirmer son individualité unique représente une forme de danger perçu pour l'équilibre collectif.
les décisions personnelles sont interprétées comme des insultes directes au groupe. Les divergences d'opinion sont traitées comme des abandons purs et simples. L'amour, dans ces contextes, s'avère hautement contingent, dépendant de conditions implicites ou explicites. Pour être intégré et valorisé, il faut se conformer scrupuleusement aux normes établies, aux attentes non dites. Peu à peu, l'enfant, puis l'adulte qu'il devient, intègre cette dure leçon. Il doit trancher entre maintenir la connexion ou sauvegarder son essence propre. Tant que le maintien du lien requiert une suppression progressive de son authenticité, le tourment interne s'intensifie jusqu'à devenir intolérable, comme une pression qui monte sans relâche. Prenons l'exemple d'une jeune femme élevée dans une famille où toute ambition professionnelle, en dehors des rôles traditionnels, est vue comme un signe d'égoïsme. Elle pourrait passer des années à réprimer ses rêves pour éviter les conflits. Mais un jour, face à un emploi passionnant, elle réalise que poursuivre ce chemin familial la condamne à une vie inauthentique. Des thérapeutes familiaux soulignent souvent que dans ces dynamiques, l'individuation, le processus naturel de se séparer pour grandir, est étouffé, menant à des troubles comme l'anxiété ou la dépression. Ajoutons des nuances, imaginez un fils qui, pour plaire à ses parents, choisit une carrière qu'il déteste, sacrifiant ses passions artistiques. Avec le temps, ce sacrifice engendre un ressentiment sourd qui ronge le lien. Ou encore, une personne LGBTQ+, qui doit cacher son identité pour éviter le rejet, vivant dans une peur constante de la découverte. Ces scénarios illustrent comment l'amour conditionnel force à une autocensure, où exprimer ses vraies émotions ou besoins devient synonyme de risque. La littérature psychologique, comme les travaux sur l'attachement insécure, explique que ces environnements créent des schémas où l'individu se sent obligé de performer une version acceptable de soi, au détriment de sa santé mentale. Au bout du compte, choisir de s'affirmer signifie souvent affronter la possibilité d'une perte. Mais ignorer cela mène à une existence vide de sens. 3. Les initiatives invisibles et épuisantes. Avant d'envisager une quelconque rupture définitive, il existe invariablement un historique étendu d'essais discrets et persistants, composé de discussions mesurées, de compromis accumulés et d'espoirs relancés à maintes reprises. Chaque approche communicative alimente temporairement la croyance que, cette fois-ci, un vrai changement s'opérera. Néanmoins, le cycle infernal persiste. Une phase de calme apparent succède à la confrontation, pour mieux céder la place aux mêmes blessures récurrentes. À la longue, une vérité incontournable émerge. Certaines interactions humaines résistent à toute métamorphose, indépendamment de la quantité d'affection ou de persévérance déployée. Considérons une situation typique, où un adulte tente d'expliquer à ses parents comment leur jugement constant l'affecte. Ils promettent d'améliorer, mais quelques mois plus tard, les mêmes patterns ressurgissent lors d'un dîner familial. Des sessions de thérapie familiale pourraient être tentées avec des exercices de communication, mais si une partie refuse d'admettre sa part de responsabilité, ces efforts s'avèrent vains. Des livres comme ceux sur les familles dysfonctionnelles décrivent ces boucles comme des danses relationnelles rigides où chaque pas est prévisible et destructeur. Ajoutons des exemples variés. Une fille qui écrit des lettres détaillées pour exprimer ses besoins, recevant en retour des réponses défensives, ou un frère qui organise des rencontres neutres pour discuter, finissant toujours par des accusations mutuelles. Ces tentatives, souvent invisibles aux amis ou collègues, épuisent les réserves émotionnelles, menant à un point où l'individu se demande « Pourquoi investir tant dans un puits sans fond ?» La psychologie positive note que la résilience a ses limites. Après des dizaines d'essais, l'acceptation de l'immuabilité devient une forme de libération. 4. L'ancrage émotionnel qui prolonge l'hésitation. Si s'éloigner s'avérait une démarche aisée et dénuée de complications, elle interviendrait bien plus précocement dans la vie de nombreux individus. Cependant, les attaches familiales sont enracinées au plus profond du réseau affectif humain, tissées dans l'essence même de notre développement.
Quand l'amour et la souffrance émanent des mêmes sources primordiales, le cerveau mélange instinctivement dépendance et instinct de survie, créant un enchevêtrement complexe. Pour endurer cela, beaucoup forgent d'une persona adaptée, conciliante, hyper responsable et muette sur ses tourments. Ce n'est généralement qu'à maturité, confronté à un burn-out total, à une rencontre avec une relation équilibrée ailleurs ou à une révélation via une thérapie, que cette façade commence à craqueler irrémédiablement. Pensez à quelqu'un qui, après des décennies de silence, rencontre un partenaire qui valide ses émotions. Ce contraste met en lumière le dysfonctionnement familial, rendant l'attachement ancien douloureusement évident. Des concepts comme la théorie de l'attachement de Bowlby expliquent comment les liens primaires, même toxiques, activent des réponses biologiques de loyauté. Ajoutons des illustrations. Un adulte qui reste en contact malgré les abus verbaux, parce que des souvenirs d'enfance heureux l'ancrent. Ou une personne qui tolère la manipulation financière par peur de l'abandon total. Ces attachements retardent le départ, mais l'épuisement finit par l'emporter, souvent catalysé par un événement déclencheur comme une crise de santé mentale. La neuroscience montre que rompre ces liens active des circuits similaires au deuil, expliquant la résistance initiale. 5. Les frontières comme catalyseur de fractures. Dans un échange harmonieux, établir une limite sert à fortifier la connexion mutuelle. Dans un cadre déséquilibré, cela est interprété comme une agression directe et personnelle. La conversation vire alors à la confrontation acerbe. Les réalités objectives sont réfutées, déformées ou renvoyées comme des armes contre l'initiateur. À cet instant précis, la mise à distance n'apparaît plus comme une sanction vindicative. Elle se mue en stratégie vitale de sauvegarde personnelle. Par exemple, et si quelqu'un dit « je ne veux plus discuter de ma vie privée lors des repas » et que cela déclenche une explosion de reproches comme « tu es si sensible », à la limite devient un test révélateur du dysfonctionnement. Des experts en relations soulignent que dans les familles narcissiques ou emméchées, les limites menacent le statu quo, provoquant des réactions défensives. Ajoutons des cas, une mère qui ignore les demandes de respect de l'espace personnel, envahissant constamment, ou un père qui inverse les faits pour se victimiser. Ces dynamiques transforment les limites en points de non-retour, où persister signifierait une capitulation totale. La thérapie cognitive comportementale enseigne que poser des limites est essentiel pour l'autonomie et leur violation répétée justifie la protection via la distance. 6. La quiétude différée suite à la séparation. Contrairement aux préjugés populaires, la coupure ne procure pas une sérénité instantanée et miraculeuse. Elle inaugure un processus de deuil élaboré, impliquant la perte de la famille tangible ainsi que de l'idéal fantasmé qui n'a jamais pris forme. Le sentiment de faute subsiste, la mélancolie également. Pourtant, avec le passage des jours, une transformation s'opère subtilement. Les tensions corporelles s'apaisent, la clarté mentale s'installe. L'état d'alerte permanente s'estompe. Ce bien-être émergent n'est pas abstrait ou philosophique. Il s'ancre dans des réponses physiologiques concrètes, comme une baisse du cortisol. Souvenez-vous de cela, chers auditeurs. Rompre les attaches n'équivaut pas à une revanche mesquine. C'est fréquemment la solution ultime pour quelqu'un qui a persisté inlassablement dans ses efforts. S'éloigner ne supprime pas l'affection résiduelle. Cela interrompt simplement le renoncement perpétuel à son intégrité. Se défendre n'est pas une perfidie. Prioriser son équilibre psychique n'est pas un défaut de fidélité. Parfois, le choix le plus ardu n'est pas de s'en aller, mais de reconnaître que demeurer nous consume irrémédiablement de l'intérieur. Pour étendre cette réflexion, considérons les impacts à long terme. Après la rupture, beaucoup rapportent une renaissance personnelle, avec de nouvelles amitiés qui comblent le vide, ou une carrière florissante libérée des jugements. Des témoignages anonymes sur des forums en ligne décrivent ce deuil comme un passage obligé vers l'authenticité où la tristesse initiale cède à une paix durable. Ajoutons des perspectives culturelles. Dans certaines sociétés, la famille est idolâtrée au point que la rupture est taboue, amplifiant la culpabilité. Pourtant, des mouvements modernes comme le no contact gagnent du terrain.
validant cette choix comme acte de self-care. Physiologiquement, des scans cérébraux montrent que le stress chronique familial altère les zones de régulation émotionnelle et la distance permet une guérison neuronale. Enrichissons avec des analogies. C'est comme quitter un emploi toxique. Le soulagement vient graduellement, avec des moments de doute. Mais ultimement, la vie s'améliore. Des livres sur la résilience. Post-traumatique souligne que ce silence post-rupture est un espace pour reconstruire, loin des schémas destructeurs. Si cette vidéo vous a touché ou inspiré, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour recevoir les futures publications et à la diffuser auprès de votre cercle ou de ceux qui pourraient en tirer profit. Votre soutien est crucial pour propager ces messages et toucher un public plus large. Merci infiniment d'avoir tenu jusqu'au bout et rendez-vous prochainement pour d'autres contenus enrichissants. Pour approfondir, explorons plus en détail chaque aspect. Revenons sur l'introduction. Cette décision silencieuse touche des millions, souvent gardée secrète par peur du jugement social. Des sondages informels indiquent que jusqu'à 20% des adultes envisagent ou ont déjà limité les contacts familiaux. Dans la section 1, l'usure invisible peut être comparée à une goutte d'eau qui creuse la pierre. Des psychologues, comme ceux étudiant le microtrauma cumulatif, notant des effets sur le système immunitaire. Exemple supplémentaire, des fêtes familiales où l'on se sent invisible, ou des appels téléphoniques qui tournent toujours à la critique. Pour la section 2, quand aimer signifie s'effacer, des cas comme les enfants de parents contrôlants montrent comment cela mène à des troubles identitaires. Des thérapies comme l'EMDR aident à déconstruire cela. Troisième point, les tentatives invisibles, incluant souvent des lectures de livres d'auto-aide, des consultations solo ou des médiations familiales avortées. Quatrième, l'attachement retardateur s'explique par la biologie évolutionnaire où la famille primitive équivalait à survie. Briser cela demande une force immense. Cinquième, les limites comme rupture, avec des techniques comme le grey rocking pour minimiser les conflits avant la coupure. Sixième, le silence post-coupure peut durer des mois, avec des rechutes émotionnelles, mais mène à une autonomie accrue. Pour atteindre une longueur substantielle, développons des anecdotes fictives mais réalistes. Prenons Marie, 35 ans, qui après des années de critiques maternelles sur son poids, décide de limiter les visites. Initialement rongée par la guilt, elle trouve la paix en thérapie, reconstruisant sa vie avec des amis choisis. Ou Paul, élevé par un père autoritaire, qui sacrifie sa passion pour la musique. À 40 ans, il rompt et lance sa carrière, illustrant le regain vital. Ajoutons des références générales. Des ouvrages comme Adult Children of Emotionally, Immature Parents de Lindsay Gibson, validant ses expériences. Des stats, aux USA, environ 27% des adultes rapportent des relations tendues avec un parent. Culturellement, en Asie, le devoir filial complique cela, mais des mouvements jeunes challengent les normes. Physiologiquement, le vagus nerve joue un rôle dans la relaxation post-distance. Émotionnellement, c'est un deuil ambigu, sans closure claire. Pour conclure en étendant, choisir soi n'est pas égoïste. C'est essentiel pour contribuer positivement au monde. Si vous reconnaissez ces patterns, cherchez du soutien professionnel. Merci encore pour votre attention.